Alors, je vais vous poser maintenant des questions qui sont tout simplement politiques par rapport justement aux conséquences de la situation actuelle. L'une des conséquences, par exemple, de la lettre du G7, c'est que M. Kabila risque de perdre sa majorité et ça pourrait nous amener, si je ne sais pas si les calculs sont bons, il y en a qui parlent de 127 députés représentant le G7 qui pourraient donc quitter la majorité présidentielle. Peut-être il y a d'autres partis aussi qui pourront suivre le G7. D'autres disent que voilà, ce n'est qu'un coin caché de l'iceberg, qui peut-être demain ça sera un tsunami qui s'annonce. Vous le croyez aussi, vous le dites, mais politiquement ou juridiquement, M. Kabila a encore de levier. Il pourrait peut-être être amené à dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse être amené peut-être plus tard à un état d'urgence et finalement qu'il n'y ait pas élection et finalement qu'on acte un peu le glissement d'une autre manière? Mais oui, mais moi je crois que c'est pour ça que j'ai parlé de pays en crise, de zones de turbulence. Nous sommes effectivement là au seuil d'une crise qui ne dit pas son nom et qu'il faudra vraiment surveiller très fort. Effectivement, moi je crois que si la majorité bascule, donc si l'opposition devient majoritaire, elle va lancer une motion de défiance à celui qui est là comme Premier ministre et va faire tomber le gouvernement, c'est clair. Ensuite, il faudra soit désigner un Premier ministre ou alors dissoudre l'Assemblée. Dans les deux cas, c'est un bouleversement politique. Parce que si on dissout l'Assemblée, il faut retourner à des élections dans les 90 jours, je pense, comme le dit la Constitution. Avec une CENI, comme on sait qu'elle est composée, comment est-ce que vont être ces élections? Et puis, est-ce qu'il y aura les moyens pour organiser ces élections? S'il y a les moyens, est-ce que ce ne seront pas des moyens qu'on va prendre de ceux qui sont normalement destinés à organiser les élections de l'année prochaine? Et est-ce que ce n'est pas un prétexte là qu'on aura offert à Kabila pour dire « je ne peux plus organiser les présidentielles l'année prochaine étant donné que j'avais organisé les élections législatives l'année dernière ». Donc vous voyez... Logiquement, il y a une constitution qui doit être respectée. Organiser les élections anticipées ne veut pas dire être en dehors du mandat. Ça ne crée pas un nouveau mandat. Non, pas du tout. Mais vous savez que ce gouvernement a saisi chaque fois l'occasion de vouloir marteler cette histoire d'argent, comme si c'était normal qu'un gouvernement manque d'argent pour organiser les élections. Donc, si même dans 50 ans, ils n'ont pas d'argent, ils vont nous dire on n'a pas d'argent parce que... donc, c'est totalement aberrant comme prétexte, mais c'est un prétexte qu'il faut prévoir qu'ils avancent. Et donc, c'est pour ça que la communauté internationale doit être là, parce qu'elle a promis aussi d'apporter sa contribution à l'organisation des élections, mais aussi, en même temps, pour faciliter les discussions, les contacts et trouver les voies et moyens pour nous sortir de la crise. Parce que la confiance est rompue. Vous voyez qu'avec notre retrait du pré-dialogue et avec la lettre du G7, il n'y a plus de confiance vis-à-vis de M. Kabila, qui pour le moment encore, mais jusqu'à combien de temps, est interlocuteur dans la crise politique. Et donc, il faut regarder tout ça, il faut analyser tout ça. Alors vous avez dit que dans le partenariat stratégique, on vous a proposé d'aller au gouvernement. Ici, on est dans un scénario qui pourrait aboutir à un nouveau gouvernement, qui pourrait être dans ce cas-là beaucoup plus légal, disons, s'il y a des nouvelles élections ou s'il y a une nouvelle majorité dont le Premier ministre devrait démissionner. Et on aurait dans ce cas-là peut-être un Premier ministre de l'opposition. À un moment, votre nom a été cité comme Premier ministre. Est-ce que dans ce scénario, rêvons un peu, Félix Tshisekedi se verrait bien alors dans ce cas-là Premier ministre? Mais je crois que les événements tels qui se déroulent aujourd'hui, je parle de notre retrait des discussions, tuent directement ou tord le cou à cette fameuse rumeur. Il n'a jamais été question, ni par des propositions, ni par une intention de ma part,
de ce poste de Premier ministre. Jamais. C'est une invention de mes détracteurs parce qu'ils veulent me flinguer, comme on dit en français. Donc, ils veulent ma tête pour des raisons qui sont les leurs. C'est leur problème. Bon, la question que je pose, la question... candidat, ni demandeur, ni je n'ai jamais reçu de proposition allant dans ce sens. Mais maintenant, pour aller dans le scénario que vous décrivez, mais si, c'est comme j'ai dit, ça dépend. Donc ça veut dire, si aujourd'hui on dissout l'Assemblée, le scénario est différent. Il faudra d'abord aller aux élections avant de partir. Je dis, si on ne dissout pas l'Assemblée, il y a un basculement de la majorité vers l'opposition. Mais ça se fait comme ça se fait partout. Là, c'est en règle générale dans le monde entier. On verra quel est le groupe parlementaire le plus important dans ce nouveau groupe, et c'est celui-là qui désignera le Premier ministre. Oui, mais ma question est celle-ci. On fait les groupes parlementaires, l'opposition se réunit, elle est majoritaire au Parlement, elle choisit Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Comment vous réagissez en ce moment-là? Ah, mais je réagirai comme le parti réagira. Vous savez que je suis d'abord un homme du parti. Donc, j'appartiens à un parti politique qui est hiérarchisé. Il y a un président, il y a un secrétaire général, il y a les secrétaires généraux adjoints et il y a la base du parti. Donc, c'est pas une décision qui appartient à Félix Tshisekedi seul. C'est une décision qu'il faut prendre au niveau du parti. Mais ce que je peux dire, moi, en ce qui me concerne, c'est que j'appartiens à l'UDPS. J'ai décidé de me battre au sein de ce parti depuis ma tendre jeunesse, et je suis dans ce parti pour servir mon pays. Je servirai mon pays là où ce sera possible et là où je serai encouragé par mon parti politique. Et donc, si, bon, c'est pas un secret non plus que l'UDPS constitue la grande force politique, hein, même extra-parlementaire et même intra-parlementaire. Ça aussi, c'est une évidence. Et maintenant, dans cette condition-là, l'UDPS serait prête dans un gouvernement de cohabitation avec M. Kabila? Mais vous savez, la constitution actuelle, le scrutin, le mode de constitution de la République aujourd'hui nous oblige à aller à des élections avec une forte dose de proportionnel. Aujourd'hui, un parti politique seul ne peut pas avoir... c'est très difficile, très improbable qu'il ait une majorité absolue au Parlement. Donc, dans le mode de scrutin actuel, il y a toujours la possibilité d'une coalition. Toujours. Donc, c'est impossible d'y échapper. Quasiment impossible. Et donc, ça fait que aujourd'hui ou demain, dans n'importe quelle configuration, s'il y a des élections qui mettent au point un Parlement, ben, c'est une coalition qui devra sortir de là, forcément. Donc, qu'on le veuille ou non, l'UDPS est obligé d'en tenir compte. C'est le mode de scrutin qui est comme ça. C'est pas... Là, vous parlez en homme politique, mais pour la maman qui est à la cité, qui soutient l'UDPS, et qui dit, on lui pose la question, cette maman vous pose la question même à Lingala, papa, Toyoki ke gouvernement et koyi ko changer comme on a opposant. UDPS azali opposant ya munene na kati ya opposant nyonso tu wana. Na gouvernement wana ya coalition. Est-ce que l'UDPS azali prêt à ça la gouvernement ya coalition paix ya cohabitation na président Kabila? C'est ça la question. Ah, mais ça, c'est vous poser une très bonne question, mais je suis en train de vous expliquer que c'est une décision qui ne viendra pas de Félix seul. Donc, c'est une décision qui viendra d'un débat politique, d'une option politique qu'il faudra lever au sein du parti. Ici, ce serait un peu prétentieux de ma part d'anticiper sur cette position. Je ne peux pas le dire. Vous savez bien que l'UDPS a contesté la victoire de Joseph Kabila. Donc, mais en même temps, cette UDPS s'est rendue quelque part un peu à la réalité en disant, même si je le conteste, même s'il n'a pas été élu et que c'est plutôt notre président qui a été élu, il est là de fait. Et nous, c'est aussi un fait que nous n'avons pas accédé à l'effectivité du pouvoir, et donc il faudrait discuter, dialoguer pour essayer de régler cette crise. Est-ce que le fait d'aller en coalition, les uns au gouvernement, l'autre en restant à la présidence de la République, pour continuer à chercher à régler cette crise, c'est une voie possible? Oui, c'est possible aussi, c'est une éventualité, mais le tout, moi je trouve que c'est un peu prématuré de le dire ici, de commencer à vous
vous répondre, ça ferait pas sérieux de ma part. Il faut que on le fasse ensemble avec les amis du parti et peut-être même les autres amis aussi politiques de l'opposition pour voir quelles sont les options à lever, effectivement. Voilà, je rappelle que donc je reçois pour vous Monsieur Félix Tshisekedi, secrétaire national aux relations extérieures au sein de l'UDPS. Alors, on va finir par cette question. Est-ce qu'on a parlé de dialogue, pré-dialogue et ainsi de suite? Parce que c'était en tout cas le sujet majeur de notre entretien. Je vais finir par cette remarque. Vous allez dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. D'autres ont estimé que votre insistance d'aller au dialogue, c'était aussi pour, dans une certaine mesure, mettre, comment dire, éviter d'autres élections, notamment les élections provinciales, parce qu'il ressortait que quand on considère le nombre de candidatures que vous avez proposées sur les 711 sièges sur toute l'étendue de la République, l'UDPS n'avait que 200 sièges ou 229 ou quelque chose comme ça. Et donc, de ce point de vue, vous seriez sorti des provinciales sans gouverneur, sans même députés provinciaux, ce qui aurait montré à la face du monde que finalement, c'est devenu une caisse vide. Ce n'est plus l'UDPS des années 90, des années 80. C'est devenu une UDPS dans une certaine mesure qui fait du bruit, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Non, c'est totalement faux. D'abord parce que le fait de déposer les candidatures, la période de dépôt des candidatures a commencé en avril. Mais avant ça, l'UDPS parlait déjà de dialogue. Donc on ne peut pas dire qu'on est allé au dialogue et qu'on savait qu'on n'allait pas avoir suffisamment de candidats pour. Non, ça c'est une chose. Et la deuxième, si l'UDPS n'a pas su placer des candidats partout, c'est parce que l'UDPS est elle-même responsable de cette situation. Il faut le dire. Je le dis ici, c'est un problème interne. Je sors un pan simplement de ce problème. Je referme très vite la parenthèse pour dire... Vous n'allez pas la fermer, là. Si, je suis désolé, je ne suis pas ici pour parler des problèmes de mon parti, mais je crois que c'est un problème qui incombe à notre mauvaise gestion de la situation. C'est tout ce que je peux dire pour ça. Ça n'a rien à voir avec l'implantation de l'UDPS. Si on s'y met, on peut mettre des candidats partout. Ça n'a rien à voir. Et peut-être que c'était un mal nécessaire. Il fallait que ça nous arrive pour nous réveiller, nous faire comprendre que les choses sont mal gérées au sein du parti. Alors maintenant, s'il y a élection provinciale, comment voyez-vous la situation? Il faudra recommencer les processus parce qu'on parle de... Ça, je pose la question à l'homme politique que vous êtes. Si aujourd'hui, on doit enrôler les nouveaux majeurs, si on doit nettoyer les fichiers électoraux, comment voyez-vous la situation? Donc, il faudra dans une certaine mesure, pas dans une certaine mesure, il faudra automatiquement recommencer tout le processus d'enregistrement des candidatures. Forcément, parce que le nombre de sièges va sûrement bouger. Vous savez que c'est selon le quota, enfin le nombre d'électeurs qu'on détermine les sièges. Or ici, vous avez vu, le gouvernement, une des raisons, d'ailleurs j'étais en train de parler des raisons qui ont milité à notre retrait, au retrait de notre délégation au pré-dialogue, c'est ça. Comment peut-on décider, signer pour les sièges, alors qu'on ne connaît même pas encore le nombre d'électeurs qu'il y a dans ces circonscriptions électorales. Donc c'est tout ça. Forcément, ça va changer. Forcément, il faudra réfléchir. Moi, je pense plutôt à une situation où on dit les candidats qui se sont déjà enrôlés ou qui ont déjà déposé leur dossier restent, il n'y a rien à faire. Et s'il y a de nouvelles candidatures, parce qu'on a vu que même au moment où on clôture, il y a eu des candidatures qui ont été invalidées et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait de ces candidatures-là, par exemple? Oui, on peut peut-être ouvrir un peu un bureau qui va se pencher sur tout ça, mais ceux qui ont déposé leur candidature en bonne et due forme, eux, on peut les maintenir. Ils ont déposé une caution. On peut maintenir les choses en l'état en attendant de voir comment on fait avec les autres. Oui, ça c'est clair. Voilà, c'est par ces mots-là que, en tout cas, nous mettons à terme. Certainement, il y a beaucoup de matière. Vous êtes nombreux à nous suivre. Certainement qu'il y a beaucoup d'autres questions qu'on aimerait bien poser, mais le temps nous est imparti et ce qu'il est malheureusement. Mais j'ai constaté quand même que M. Félix Tshisekedi, chaque fois que j'ai besoin de lui, il vient. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-le. Et nous aurons donc l'occasion de pouvoir les transmettre, peut-être l'inviter encore pour vous s'il est à Bruxelles, parce que il semble bien qu'il va tout le temps en République démocratique du Congo. Et là aussi, beaucoup de gens se posent des questions, mais hier à Zouakambongo, à Kenila Gishasa, Mikolonion surtout, Wapi. Mais écoutez, j'ai des amis.
J'ai des amis. Et ne vous arrêtez pas seulement au voyage. Les tournées, vous pensez que je les fais avec quoi? Donc j'ai des amis qui me soutiennent et d'ailleurs je les remercie. J'ai toujours dit qu'un jour je les remercierai officiellement parce que bon, ils veulent rester dans l'ombre pour le moment. Ils ont raison. Vu quand on aura le pouvoir. La population qu'il y a, toute cette hostilité, ça risque de se répercuter sur leurs affaires. Ils ont raison de rester dans l'ombre. Mais j'ai des amis qui me soutiennent et je les remercie en tout cas. Là où ils sont, ils se reconnaîtront. Voilà. Les amis, mais en même temps, il y a des fans. Beaucoup ont mal interprété une de vos déclarations. Il semble que vous avez insulté les gens de la diaspora comme étant des illettrés, des mal éduqués et ainsi de suite. Et voilà, quand on a appris que vous avez fait volte-face, on a vu sur Facebook, beaucoup de gens vous le reprochaient. Je n'ai pas insulté les gens de la diaspora, comme vous dites. J'ai qualifié... Comme les gens ont dit. Ah ben voilà, enfin comme vous dites que les gens ont dit. Mais j'ai qualifié ceux qui usent de l'injure comme argument de personnes mal éduquées. Je crois que je n'ai pas tort de le dire. Moi, quand j'ai des arguments à opposer contre quelqu'un que je ne soutiens pas, hein, contre quelqu'un contre qui je m'oppose, je ne le dis pas, je ne le fais pas avec des injures. On n'injurie pas les gens, ça ne se fait pas. D'ailleurs, les cours et tribunaux sont là pour nous le rappeler. Il y a beaucoup de plaintes pour injures, calomnies, diffamation, tout ce que vous voulez. Ça ne se fait pas. Et lorsque quelqu'un l'ignore et use des médias, aujourd'hui devenu facile, parce qu'aujourd'hui, même de sa salle de bain, on peut faire une vidéo et injurier quelqu'un. Je dis, c'est un manque d'éducation. Je n'ai pas cette éducation. J'avais dit ça. Moi, je n'ai pas cette éducation-là. C'est ce que j'ai dit aux gens. Et il y a encore une autre chose que je voudrais, mais ça c'est une boutade que je voudrais dire parce que j'ai vu, ça m'a amusé d'ailleurs de voir les réactions. J'ai vu des gens qui me traitaient de menteur. Parce que lors d'une émission avec une de vos consoeurs, j'avais dit, j'avais juré la main sur le cœur qu'il n'y a jamais eu de pourparlers à Rome. À moi aussi, vous l'avez dit. Et vous voyez que j'avais raison. Les pourparlers n'avaient pas lieu à Rome, mais à Venise. Mais comme en ce moment, il fallait absolument... Alors, là, vous avez... oui, mais... Non, mais pas avec les mots. Moi, je me souviens vous avoir posé la question. J'ai parlé d'Italie. Et vous avez parlé de rumeurs. Oui, là j'ai peut-être dans le domaine. Je parlais de... Parce que j'ai vu... Moi-même, j'ai lu des réactions des gens. Ah oui, mais il a menti. Non, en fait, j'avais joué sur les mots. Votre consoeur a commis l'erreur de parler de Rome et non d'Italie. Donc, je m'en suis sorti par une pirouette en disant, non, il n'y en a pas eu parce que je savais que c'était à Venise. Non. Bon, comme à l'époque, il fallait taire ces choses-là, donc il fallait un peu Donc, c'est pas un mensonge. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas né menteur, je ne le deviendrai jamais. C'est peut-être ça ma faiblesse, de dire la vérité. Monsieur Tshisekedi, je vous remercie. Merci Fabien, merci beaucoup et j'espère que ce qui est en train de se passer au Congo est un changement véritable, en tout cas je le souhaite. Tout ce que je peux dire à nos compatriotes qui nous suivent, qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas, c'est que l'UDPS continuera toujours à jouer son rôle de gardien de la démocratie et de l'état de droit. Nous voulons absolument que ces valeurs deviennent des réalités dans notre pays et nous ne nous départirons jamais de ces objectifs. Jamais nous ne trahirons le Congo, jamais nous ne trahirons les Congolais. Merci. On n'a pas d'argent parce que donc c'est totalement aberrant comme prétexte, mais c'est un prétexte qu'il faut prévoir qu'ils avancent. Et donc c'est pour ça que la communauté internationale doit être là parce que elle a promis aussi d'apporter sa contribution à l'organisation des élections, mais aussi en même temps pour faciliter
les discussions, les contacts et trouver les voies et moyens pour nous sortir de la crise. Parce que la confiance est rompue. Vous voyez qu'avec notre retrait du pré-dialogue et avec la lettre du G7, il n'y a plus de confiance vis-à-vis de M. Kabila, qui pour le moment encore, mais jusqu'à combien de temps, est interlocuteur dans la crise politique. Et donc, il faut regarder tout ça, il faut analyser tout ça. Alors, vous avez dit que dans le partenariat stratégique, on vous a proposé d'aller au gouvernement. Ici, on est dans un scénario qui pourrait aboutir à un nouveau gouvernement, qui pourrait être dans ce cas-là beaucoup plus légal, hein, disons, s'il y a des nouvelles élections ou s'il y a une nouvelle majorité dont le Premier ministre devrait démissionner. Et on aurait dans ce cas-là peut-être un Premier ministre de l'opposition. À un moment, votre nom a été cité comme Premier ministre. Est-ce que dans ce scénario, hein, rêvons un peu, Félix Tshisekedi se verrait bien alors dans ce cas-là Premier ministre? Mais je crois que les événements tels qui se déroulent aujourd'hui, je parle de notre retrait des discussions, tuent directement ou tord le cou à cette fameuse rumeur. Il n'a jamais été question, ni par des propositions, ni par une intention de ma part, de ce poste de Premier ministre. Jamais. C'est une invention de mes détracteurs, parce qu'ils veulent me flinguer, comme on dit en français. Donc, ils veulent ma tête pour des raisons qui sont les leurs, c'est leur problème. Bon, la question que je pose, candidat, ni demandeur, ni je n'ai jamais reçu de proposition allant dans ce sens. Mais maintenant, pour aller dans le scénario que vous décrivez, mais si, c'est comme j'ai dit, ça dépend. Donc ça veut dire, si aujourd'hui on dissout l'Assemblée, le scénario est différent. Il faudra d'abord aller aux élections avant de partir. Je dis, si on ne dissout pas l'Assemblée, il y a un basculement de la majorité vers l'opposition. Ça se fait comme ça se fait partout. Là, c'est en règle générale dans le monde entier. On verra quel est le groupe parlementaire le plus important dans ce nouveau groupe, et c'est celui-là qui désignera le Premier ministre. Oui, mais ma question est celle-ci. On fait le groupe parlementaire, l'opposition se réunit, elle est majoritaire au Parlement, elle choisit Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Comment vous réagissez en ce moment-là? Ah, mais je réagirai comme le parti réagira. Vous savez que je suis d'abord un homme du parti, donc j'appartiens à un parti politique qui est hiérarchisé. Il y a un président, il y a un secrétaire général, il y a les secrétaires généraux adjoints, et il y a la base du parti. Donc, c'est pas une décision qui appartient à Félix Tshisekedi seul, c'est une décision qu'il faut prendre au niveau du parti. Mais ce que je peux dire, moi, en ce qui me concerne, c'est que j'appartiens à l'UDPS. J'ai décidé de me battre au sein de ce parti depuis ma tendre jeunesse, et je suis dans ce parti pour servir mon pays. Je servirai mon pays là où ce sera possible et là où je serai encouragé par mon parti politique. Et donc, si, bon, c'est pas un secret non plus que l'UDPS constitue la grande force politique, hein, même extra-parlementaire et même intra-parlementaire. Ça aussi, c'est une évidence. Et maintenant, dans cette condition-là, l'UDPS serait prête dans un gouvernement de cohabitation avec M. Kabila? Mais vous savez, la constitution actuelle, le scrutin, le mode de constitution de la République aujourd'hui nous oblige à aller à des élections avec une forte dose de proportionnel. Aujourd'hui, un parti politique seul ne peut pas avoir, c'est très difficile, très improbable qu'il ait une majorité absolue au Parlement. Donc, dans le mode de scrutin actuel, il y a toujours la possibilité d'une coalition, toujours. Donc c'est impossible d'y échapper, quasiment impossible. Et donc ça fait que aujourd'hui ou demain, dans n'importe quelle configuration, s'il y a des élections qui mettent au point un Parlement, c'est une coalition qui devra sortir de là, forcément. Donc, qu'on le veuille ou non, l'UDPS est obligé d'en tenir compte. C'est le mode de scrutin qui est comme ça, c'est pas... Là, vous parlez en homme politique, mais pour la maman qui est à la cité, qui soutient l'UDPS, et qui dit, on lui pose la question, cette maman vous pose la question même à Lingala, papa, Toyoki ke gouvernement et koyi ko changer comme on a opposant. UDPS azali opposant ya munene na kati ya opposant nyon surtout wana. Na gouvernement wana ya coalition.
est-ce que IDPS azali prêt à ça la gouvernement, la coalition, paix, la cohabitation, le président Kabila? C'est ça la question. Ah, mais ça, vous posez une très bonne question, mais je suis en train de vous expliquer que c'est une décision qui ne viendra pas de Félix seul. Donc, c'est une décision qui viendra d'un débat politique, d'une option politique qu'il faudra lever au sein du parti. Ici, ce serait un peu prétentieux de ma part d'anticiper sur cette position. Je ne peux pas le dire. Vous savez bien que l'UDPS a contesté la victoire de Joseph Kabila. Donc, mais en même temps, cette UDPS s'est rendue quelque part un peu à la réalité en disant, même si je le conteste, même s'il n'a pas été élu et que c'est plutôt notre président qui a été élu, il est là de fait. Et nous, c'est aussi un fait que nous n'avons pas accédé à l'effectivité du pouvoir et donc il faudrait discuter, dialoguer pour essayer de régler cette crise. Est-ce que le fait d'aller en coalition, les uns au gouvernement, l'autre en restant à la présidence de la République pour continuer à chercher à régler cette crise, c'est une voie possible? Oui, c'est possible aussi, c'est une éventualité, mais le tout, moi je trouve que c'est un peu prématuré de le dire ici, de commencer à vous répondre, ça ferait pas sérieux de ma part. Il faut que on le fasse ensemble avec les amis du parti et peut-être même les autres amis aussi politiques de l'opposition pour voir quelles sont les options à lever effectivement. Voilà, je rappelle que donc je reçois pour vous M. Félix Tshisekedi, secrétaire national aux relations extérieures au sein de l'UDPS. Alors, on va finir par cette question. Est-ce qu'on a parlé de dialogue, pré-dialogue et ainsi de suite? Parce que c'était en tout cas le sujet majeur de notre entretien. Je vais finir par cette remarque. Vous allez dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. D'autres ont estimé que votre insistance d'aller au dialogue, c'était aussi pour, dans une certaine mesure, mettre, comment dire, éviter d'autres élections, notamment les élections provinciales, parce qu'il ressortait que quand on considère le nombre des candidatures que vous avez proposées sur les 711 sièges sur toute l'étendue de la République, l'UDPS n'avait que 200 sièges ou 229 ou quelque chose comme ça. Et donc, de ce point de vue, vous seriez sorti des provinciales sans gouverneur, sans même députés provinciaux, ce qui aurait montré à la face du monde que finalement, c'est devenu une caisse vide. Ce n'est plus l'UDPS des années 90, des années 80. C'est devenu une UDPS dans une certaine mesure qui fait du bruit, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Non, c'est totalement faux. D'abord parce que le fait de déposer les candidatures, la période de dépôt des candidatures a commencé en avril. Mais avant ça, l'UDPS parlait déjà de dialogue. Donc on ne peut pas dire qu'on est allé au dialogue et qu'on savait qu'on n'allait pas avoir suffisamment de candidats pour. Non, ça c'est une chose. Et la deuxième, si l'UDPS n'a pas su placer des candidats partout, c'est parce que l'UDPS est elle-même responsable de cette situation. Il faut le dire. Je le dis ici, c'est un problème interne. Je sors un pan simplement de ce problème. Je referme très vite la parenthèse pour dire... Vous n'allez pas la fermer, là. Si, je suis désolé, je ne suis pas ici pour parler des problèmes de mon parti, mais je crois que c'est un problème qui incombe à notre mauvaise gestion de la situation. C'est tout ce que je peux dire pour ça. Ça n'a rien à voir avec l'implantation de l'UDPS. Si on s'y met, on peut mettre des candidats partout. Ça n'a rien à voir. Et peut-être que c'était un mal nécessaire. Il fallait que ça nous arrive pour nous réveiller, nous faire comprendre que les choses sont mal gérées au sein du parti. Alors maintenant, s'il y a élection provinciale, comment voyez-vous la situation? Il faudra recommencer les processus parce qu'on parle de... Ça, je pose la question à l'homme politique que vous êtes. Si aujourd'hui, on doit enrôler les nouveaux majeurs, si on doit nettoyer les fichiers électoraux, comment voyez-vous la situation? Donc, il faudra dans une certaine mesure, pas dans une certaine mesure, il faudra automatiquement recommencer tout le processus d'enregistrement des candidatures. Forcément, parce que le nombre de sièges va sûrement bouger. Vous savez que c'est selon le quota, enfin le nombre d'électeurs qu'on détermine les sièges. Or ici, vous avez vu, le gouvernement, une des raisons, d'ailleurs j'étais en train de parler des raisons qui ont milité à notre retrait, au retrait de notre délégation au pré-dialogue, c'est ça. Comment peut-on décider, signer pour les sièges, alors qu'on ne connaît même pas encore le nombre d'électeurs qu'il y a dans ces circonscriptions électorales. Donc c'est tout ça. Forcément, ça va changer. Forcément, il faudra réfléchir. Moi, je pense plutôt à une situation où on dit les candidats qui se sont déjà enrôlés ou qui ont déjà déposé leur dossier,
reste, il n'y a rien à faire. Et s'il y a de nouvelles candidatures, parce qu'on a vu que même au moment où on clôture, il y a eu des candidatures qui ont été invalidées et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait de ces candidatures-là, par exemple? Oui, on peut peut-être ouvrir un peu un bureau qui va se pencher sur tout ça, mais ceux qui ont déposé leur candidature en bonne et due forme, eux, on peut les maintenir. Ils ont déposé une caution. On peut maintenir les choses en l'état en attendant de voir comment on fait avec les autres. Oui, ça c'est clair. Voilà, c'est par ces mots-là que, en tout cas, nous mettons à terme. Certainement, il y a beaucoup de matière. Hein. Vous êtes nombreux à nous suivre. Certainement qu'il y a beaucoup d'autres questions qu'on aimerait bien poser, mais le temps nous est imparti et ce qu'il est malheureusement. Mais j'ai constaté quand même que M. Félix Tshisekedi, chaque fois que j'ai besoin de lui, il vient. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-le. Et nous aurons donc l'occasion de pouvoir les transmettre, peut-être l'inviter encore pour vous s'il est à Bruxelles, parce que il semble bien qu'il va tout le temps en République démocratique du Congo. Et là aussi, beaucoup de gens se posent des questions, mais hier, à Zouakambongo, à Kenila Gishasa, Mikolonio surtout, Wapi. Mais écoutez, j'ai des amis. Hein. J'ai des amis. Et ne vous arrêtez pas seulement au voyage. Les tournées, vous pensez que je les fais avec quoi? Donc j'ai des amis qui me soutiennent et d'ailleurs je les remercie. J'ai toujours dit qu'un jour je les remercierai officiellement parce que bon, ils veulent rester dans l'ombre pour le moment. Ils ont raison. Vu quand on aura le pouvoir. La population qu'il y a, toute cette hostilité, ça risque de se répercuter sur leurs affaires. Ils ont raison de rester dans l'ombre. Mais j'ai des amis qui me soutiennent et je les remercie en tout cas. Là où ils sont, ils se reconnaîtront. Voilà. Les amis, mais en même temps, il y a des fans. Beaucoup ont mal interprété une de vos déclarations. Il semble que vous avez insulté les gens de la diaspora comme étant des illettrés, des mal éduqués et ainsi de suite. Alors, je vais vous poser maintenant des questions qui sont tout simplement politiques par rapport justement aux conséquences de la situation actuelle. L'une des conséquences, par exemple, de la lettre du G7, c'est que M. Kabila risque de perdre sa majorité et ça pourrait nous amener, si je ne sais pas si les calculs sont bons, il y en a qui parlent de 127 députés représentant le G7 qui pourraient donc quitter la majorité présidentielle. Peut-être il y a d'autres partis aussi qui pourront suivre le G7. D'autres disent que voilà, ce n'est qu'un coin caché de l'iceberg qui peut-être demain ça sera un tsunami qui s'annonce. Vous le croyez aussi, vous le dites, mais politiquement ou juridiquement, M. Kabila a encore de levier. Il pourrait peut-être être amené à dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse être amené peut-être plus tard à un état d'urgence et finalement qu'il n'y ait pas élection et finalement qu'on acte un peu le glissement d'une autre manière? Mais oui, mais c'est moi je crois que c'est pour ça que j'ai parlé de pays en crise, de zones de turbulence. Nous sommes effectivement là au seuil d'une crise qui ne dit pas son nom et qu'il faudra vraiment surveiller très fort. Effectivement, moi je crois que si la majorité bascule, donc si l'opposition devient majoritaire, elle va lancer une motion de défiance à celui qui est là comme Premier ministre et va faire tomber le gouvernement, c'est clair. Ensuite, il faudra soit désigner un Premier ministre ou alors dissoudre l'Assemblée. Dans les deux cas, c'est un bouleversement politique. Parce que si on dissout l'Assemblée, il faut retourner à des élections dans les 90 jours, je pense, comme le dit la Constitution. Avec une CENI, comme on sait qu'elle est composée, comment est-ce que vont être ces élections? Et puis, est-ce qu'il y aura les moyens pour organiser ces élections? S'il y a les moyens, est-ce que ce ne seront pas des moyens qu'on va prendre de ceux qui sont normalement destinés à organiser les élections de l'année prochaine? Et est-ce que ce n'est pas un prétexte là qu'on aura offert à Kabila pour dire je ne peux plus organiser les présidentielles l'année prochaine étant donné que j'avais organisé les élections législatives l'année dernière. Donc vous voyez... Logiquement, il y a une constitution qui doit être respectée. Organiser les élections anticipées ne veut pas dire être en dehors du mandat. Ça ne crée pas un nouveau mandat. Non, pas du tout. Mais vous savez que ce gouvernement a pris
a saisi chaque fois l'occasion de vouloir marteler cette histoire d'argent, comme si c'était normal qu'un gouvernement manque d'argent pour organiser des élections. Donc, si même dans 50 ans, ils n'ont pas d'argent, ils vont nous dire